Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, mettre un peu d'humour, de bonne colère et de lien entre nous, celles qui ont emprunté le drôle de chemin de la procréation pas facile. Fin de citation, cette procréation pas facile, c'est la PMA. Elle est au cœur du nouveau livre de Louison, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille, comme vous le savez, notre culture générale et cette semaine, on révise les expressions françaises. Question du jour, qu'est-ce qu'un amphitryon? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Catherine Maury. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier, sujet du cours particulier, la sensibilisation à la protection des océans. Elle va vous parler de la Water Family et de Swim for Change. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Louison, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice de bande dessinée, dessinatrice et romancière. Et en tout cas, au moment où vous avez écrit le livre, vous n'arriviez pas à avoir d'enfants. Et ça vous a amené à entendre pas mal de choses, au mieux désagréables, au pire blessantes. Ce qui vous a donné l'idée d'écrire un ouvrage dont la ponctuation du titre donne le ton. Et le bébé alors, j'en oublie un, avec 3 points d'interrogation. Et cette question, vous dites qu'elle aurait déjà, avant même de commencer le parcours de PMA, elle aurait pu vous rendre riche si on vous avait donné 1 euro à chaque fois qu'on vous avait posé la question depuis votre mariage. C'est à la seconde où je me suis mariée quasiment, un peu je me suis mariée avec un âge qu'on peut qualifier de tardif quand on est de mauvaise langue, parce que j'avais 38. Mais en tout cas, jusqu'alors, on m'avait à peu près laissé tranquille. Quand je me suis mise en couple, donc 6 mois avant, ça a commencé à monter un petit peu. Et le jour où quasiment à la seconde où Madame la mère dit c'est bon, on me dit alors. Toute la noce arrive et vous dit Exactement. le bébé alors. Non, quand même pas. Et ce bébé, il vient pas. Alors je rembobine un petit peu au début de l'histoire. Vous décidez à un moment de votre vie de commencer ce parcours de PMA. Vous avez une stérilité idiopathique. Traduction? C'est joli, hein. Ouais. Crabe, c'est sympa. J'aime beaucoup la traduction que vous donnez, mais je préfère que ce soit vous qui la rappeliez. Ça veut dire qu'on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi ça marchera ou ça ne marchera pas. On ne sait pas, en fait. Ça on ne veut juste sait pas. dire on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause à la stérilité, qu'il y a des deux côtés tout va bien, mais que pour autant, ça ne marche pas. Alors vous décidez d'essayer de cette façon-là, et ce qui vous décide, et ça vous le dites plutôt vers la fin du bouquin, c'est votre âge et votre impatience. Sachant que les deux grandissent avec le temps, donc c'est forcément... Il y a mon impatience, elle venait aussi du fait d'avoir mis beaucoup de temps à rencontrer celui qui allait être mon mari, et donc forcément aussi un peu l'envie peut-être de rattraper le temps perdu. Et puis il y a effectivement l'âge qui chez les femmes est quand même... à partir de 35 ans, on vous dit que votre grossesse est gériatrique. Alors, je ne sais pas quelle est la perfidie humaine qui a trouvé ce terme, mais c'est quand même... Donc, en gros, on dit aux femmes qu'à partir de 35 ans, il y a quand même... Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et que passé 40, ça devient très compliqué. Alors là... On n'en parle même pas. Open bar, là. Donc, forcément, il y a aussi un peu cette pression médicale, même si les médecins que j'ai vus, à chaque fois disaient « Oui, vous avez l'âge que vous avez, donc c'est pas mal de venir ». Et c'est pas mal de pousser un peu la nature. C'était toujours comme ça. Oui, c'est bien. C'est bien de... Oui, vous avez raison. Aider. Voilà, on va aider. Ouais. Effectivement, c'est pas mal vu votre âge. Bon. Et en fait, mon âge est ce qu'il est. Donc maintenant, il est quasiment un peu plus. J'ai pris 2 ans. Donc, au moins. Canonique. Ouais. J'ai passé une dizaine, c'est l'enfer. Donc ça ne s'est pas amélioré. La stérilité idiopathique, elle est toujours là. Et on sait qu'on a un peu une sorte de compte à rebours dans la tête et qu'en même temps, on ne peut rien faire pour aller plus vite parce que ce que j'ai voulu faire pour aller plus vite m'a fait pas aller plus vite. Ça n'a pas fonctionné, je spoil, mais parce que vous le faites dès le début du livre. Dans un premier temps, quand vous vous lancez dans cette démarche, vous n'en parlez pas un mot. Disons qu'au début, faire des enfants, c'est quand même de l'intime. C'est-à-dire que même si c'est de la façon naturelle ou moins naturelle, ça reste quand même une décision de couple, une envie de couple. Donc on est quand même au cœur de l'intime. Et effectivement, le tout petit cercle restreint autour de nous, c'est-à-dire moi, dans mon cas, peut-être ma sœur, ma mère, quelque chose comme ça, un peu du gynécée, était au courant de l'envie déjà de faire un enfant, parce que ça regarde personne d'autre que nous, enfin... Et effectivement, quand ça a commencé à pas marcher, quand j'ai commencé à avoir des échecs comme ça les uns derrière les autres, et donc des déceptions qui sont de pire en pire chaque mois, la déception n'est vraiment pas quelque chose qui connaît une érosion, c'est vraiment de pire en pire. Et donc là, comme on n'aime pas partager les choses qui ne marchent pas, c'est vrai qu'on a donc, à la fois pas dit qu'il y avait des échecs, et... assez naturellement, on s'est dit on va pas non plus parler du début de parcours parce que comme ça on pourra annoncer une bonne nouvelle plutôt, sans forcément dire comment elle est arrivée, mais en tout cas on préférait se concentrer là-dessus.
Le temps faisant, effectivement, il faut en parler. Et vous commencez à en parler un petit peu. Alors, il y a plein de sujets tabous. Vous découvrez qu'il y a plein de tabous autour de la PMA. Et le premier que vous abordez dans le bouquin, en tout cas, je ne sais pas s'il y a un tabou ou un non-dit, c'est que ce parcours-là, c'est pour vous, quand je dis pour vous, Louison, vous, les femmes, c'est une succession d'envahissements. C'est-à-dire que le corps, il déguste. Le corps déguste, et le corps déguste effectivement de façon très... voilà, dès le départ, c'est totalement déséquilibré entre la femme et l'homme, mais entre la femme qui porte et peut-être l'autre femme qui va être dans un parcours de couple de même sexe. Mais il y a un corps qui est envahi, il y a un corps qui l'est pas. Donc ça, c'est sûr que... Et dès le début, ça s'est vu parce qu'on a fait un bilan sanguin tous les deux au tout début. Et il avait 4 petites fioles remplies de sang, j'en avais 18, je crois. Donc dès le début, pas la même chose. Je me suis dit, wow, ça va pas être très équilibré tout ça. Et effectivement, la suite là est bien sûr montrée parce que on vérifie, on vous remet comme une machine, donc c'est le contrôle technique. Donc on va regarder, si on reste dans la métaphore, on va regarder le moteur, les freins, et donc on vous regarde un peu par tous les côtés, avec des examens qui sont parfois pas très agréables évidemment, puisque la science va pas commencer à aider les femmes à avoir des examens moins désagréables que prévu. Donc il y a des choses qui sont... voilà, on est tout d'un coup un peu découpé en morceaux. Moi, j'ai eu cette impression-là. Donc, des personnalisations, quoi. Moi, j'ai quand même un médecin... à son corps. C'est ça, même aux parties du corps. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui m'a dit « Oh, votre utérus est superbe !» Je dis « Merci !» Mais visiblement, ça ne sert à rien. Graphiquement, je suis ravie qu'il fonctionne. Mais donc, il y a vraiment ce côté, au moment où où effectivement on est découpé en morceaux. On s'abandonne, on se remet entre les mains d'eux. Il y a un deuxième sujet tabou, vous en parlez dès le début. Alors, c'est pas un bouquin politique, je dois dire que c'est un bouquin qui est engagé, qui parfois effectivement est colérique. C'est aussi un bouquin qui est drôle, il y a beaucoup d'autodérision. C'est super, comment dire, vous nous embarquez vraiment. Donc ça, c'est chouette parce que tout le monde va le lire. Et quand je dis tout le monde, je pense aux hommes aussi, et pas seulement aux femmes. Mais le deuxième sujet tabou, c'est l'argent. Parce que l'accès à la PMA, il est censé avoir été facilité par la loi il y a quelques années. Mais comme les moyens ne suivent pas, en fait, il y a la PMA des riches, la PMA des pauvres. C'est en même temps cher à notre président. Ça veut dire qu'en même temps, il ouvre, et c'est très bien, la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Et en même temps, il n'y a pas plus d'argent pour l'hôpital public. Donc, si vous avez plus de monde et pas plus d'argent, les listes d'attente s'allongent dans des délais qui sont Et donc, délai du premier rendez-vous ? Là, j'ai vu que... d'abord, si on l'a, le rendez-vous, parce que parfois, j'ai même sur Doctolib et autres, vous êtes rembarré tout de suite, en fait. Là, j'ai l'impression que certains endroits, c'est presque 2 ans, en fait. Donc, si on a 32 ans, c'est très mignon d'attendre 2 ans, et pendant ce temps-là, on essaye. Si on est un couple hétérosexuel. Mais si on n'a pas 2 ans devant soi, ou en tout cas qu'on se dit 2 ans, c'est quand même très très long dans ces cas-là, on est obligé d'aller vers le privé. Alors, moi, j'habite à Paris, c'est très pratique, il y a des centres, des gynécologues. Il y a de l'offre, et avec votre mari, vous aviez les moyens de payer. En tout cas, on s'est donné les moyens. En tout cas, voilà. Effectivement, mais vous donnez les tarifs de certaines consultations non remboursés par la Sécu, ni par les mutuelles, c'est quand même... Les mutuelles, elles vous remboursent le prix d'un Twix. Voilà. Donc, effectivement, alors peut-être que sur d'autres points, elles sont très bien, ces mutuelles-là, mais là, sur la PMA, c'est effectivement pas terrible. Je parle de parcours PMA depuis le début de l'émission. Vous dites qu'il faudrait plutôt l'orthographier parcours avec un K, comme cette méthode d'entraînement pour franchir... en sautant partout, en bondissant. Tous les obstacles. On va rentrer un peu dans le détail après l'anti-sèche. Mais ça, vous ne vous y attendiez pas non plus. Non, je pensais que c'était quelque chose de très actif. On était comme ça tout le temps dans le contrôle, dans l'efficacité. Et en fait, c'est tout l'inverse. On est en permanence passif, à attendre, à subir aussi les attentes, les déceptions, les rendez-vous qui prennent du temps. On est vraiment... C'est pour ça que le parcours était vraiment ça, c'est que en fait, rien n'est calme, en fait. Rien n'est plat, rien n'est confortable, rien n'est fait pour. Et les petites phrases ou les interjections, elles continuent pendant ce temps, et pas seulement « et le bébé alors », 3 points d'interrogation, qui donne le titre de ce super bouquin. Je n'ai pas précisé qu'il était sorti chez Flammarion, c'est chose faite. Il est signé Louison. Louison, on la retrouve juste après l'anti-sèche. Vous savez ce que c'est qu'un amphitryon, vous ? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Je ne vous le dirai pas, sinon c'est trop... Un côté super secret. Catherine Maury va nous le dire, l'anti-sèche. Catherine Maury, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ravi de vous retrouver sur le plateau de La Quotidienne pour cette semaine d'anti-sèche sur les expressions françaises tirées de l'excellent ouvrage, comme tous vos ouvrages que vous aviez publiés chez Larousse, au bonheur des expressions françaises. Il y en a plein, et tous les textes qui accompagnent chacune des expressions. Par exemple, il fait l'avion par terre, il ne faut pas pousser mémé dans les orties où il y a du sang dans le navet, sont extrêmement drôles en plus. Notre question du jour était, qu'est-ce qu'un amphitryon ? Alors, avec Louison, on sait.
Bien. Mais on a ce côté pudique. Très bien. Eh bien alors, un amphitryon, c'est la personne aux frais de laquelle on dîne. C'est la personne chez qui on dîne. Et effectivement, donc ça vient de la mythologie grecque. Et Amphitryon, il fait un petit peu tous les frais dans la mythologie, puisqu'il a épousé une jeune femme qui s'appelle Alcmène. Il a juré qu'il n'y aura pas de nuit de noces, il ne consommera pas le mariage avant d'avoir vengé les frères d'Alcmène. Donc, sitôt marié, il part au combat. Il est pressé. Voilà, il est très pressé. Il se la met derrière l'oreille, ça c'est aussi une petite expression. Je la trouve drôle. Et là-dessus, eh bien, en fait, Zeus repère qu'Amphitryon n'est pas là. Et Zeus a décidé de concevoir avec Alcmène un grand héros. Ça l'arrange bien, elle est très jolie. Donc, Zeus, quand il veut s'unir à une mortelle, il se métamorphose toujours en pluie d'or, en cygne, etc. Là, Alcmène, c'est une femme très vertueuse. Donc, il se dit, c'est complètement retors, il se dit, eh bien, je vais prendre la forme du mari d'Alcmène, je vais prendre la forme d'Amphitryon. Et donc, il prend la forme d'Amphitryon. Toc, 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 il frappe, qui est là? C'est moi, je reviens de guerre, j'ai vengé tes frères, ah mon amour, et voilà. Donc, la nuit de noces dure quand même 3 nuits, parce que autant allier l'utile à l'agréable. Donc, il retarde le lever du soleil. Et puis, donc, ensuite, il s'en va, donc Alcmène, forcément, elle est complètement raplapla, et là-dessus, toc, 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 qui est là? C'est moi, chérie, le véritable Amphitryon, qui rentre et qui dit, ben oui... j'ai vengé tes frères. Bah oui, tu me l'as déjà dit. Elle a des cernes jusque là. Elle en peut plus, mais bon, il va falloir qu'elle satisfasse également Amphitryon, son véritable mari. Et c'est comme ça qu'elle va être tombée enceinte de 2 enfants. Donc il va y avoir Héraclès, qui est évidemment le fils de Zeus, le grand héros, et puis Iphiclès, qui est le fils d'Amphitryon. Voilà. Et donc, alors le lien avec le fait d'offrir des dîners, d'être un hôte extrêmement généreux. Bah alors, Amphitryon est malgré lui un hôte généreux, puisqu'il offre, il ouvre non seulement sa maison, mais aussi le lit de son épouse. Mais c'est un lien en fait avec le... Parce qu'il y a pas Molière. Du Molière dans le paysage. Oui, parce que moi, le seul souvenir que j'avais, c'était Molière. En plus, c'était même pas la mythologie. Oui, parce qu'il y a Plaute, donc l'auteur romain, et puis il y a Molière qui écrit une pièce qui s'appelle Amphitryon, et dedans, Zeus offre un dîner, et il y a une phrase dans laquelle on dit l'Amphitryon, c'est celui qui servir un somptueux repas à ses invités. Et voilà, exactement. Donc c'est pour ça. Il y a plein d'expressions mythologiques Au bonheur des expressions françaises. Il y en a aussi dans votre extraordinaire, incroyable histoire de la mythologie grecque. Tomber de Charybde en Scylla. Oui, alors ça fait référence à l'Odyssée, à Ulysse. Ulysse, bien sûr, durant son voyage de retour de Troie, il va vivre toutes sortes d'aventures, et notamment, il doit passer dans le détroit de Messine, donc c'est entre la Sicile et l'Italie, et ce détroit est bordé d'un côté par un monstre qui s'appelle Charybde, et qui est une espèce de gouffre qui provoque des raz-de-marée qui engloutit les navires, et de l'autre côté par Scylla, qui est un monstre à 6 têtes voraces, et qui vont happer des marins. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre tout le monde meurt, le bateau y compris, ou alors il n'y a que 6 hommes qui sont tués? Eh bien, Ulysse va plutôt longer le détroit du côté de Scylla, donc 6 hommes sont happés et vont être dévorés. Et donc, vous voyez que l'expression, en fait, ne correspond pas tout à fait au mythe, parce que tomber de Charybde en Scylla... Ça veut dire être ballotté. Oui, et puis passer d'un mal à un autre mal qui est encore pire. Tandis que là, en fait... il y a quand même un petit choix. Il choisit le moindre. Mais c'est comme ça. Ça signifie donc passer d'un mal à un mal encore plus terrible. Et non pas de passer d'un mal à un autre comme... oui, ça va. Cassandre, jouer des Cassandres. Alors jouer Cassandre. Donc Cassandre, c'est une princesse troyenne. Cassandre, elle a demandé au dieu Apollon de lui apprendre la prophétie, puisque Apollon, c'est le dieu de la prophétie. Et Apollon lui dit d'accord, mais en échange, tu dois m'accorder tes faveurs. Marché conclu. Ils sont d'accord. Donc, Apollon remplit sa part du marché, il apprend le don de divination à Cassandre, mais quand vient le tour pour Cassandre d'honorer sa part du marché, eh bien là, tout à coup, elle a mal à la tête, puis elle a des choses à faire, bon, elle ne veut pas. Il est furieux, Apollon, il crache dans la bouche de Cassandre, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'elle va garder son don de divination, mais personne ne va jamais la croire. Alors même qu'elle dit des choses qui vont se produire. Qu'elle dit des choses vraies. De Troie, elle l'annonce. Voilà, c'est ça. Et elle n'annonce que des choses, que des catastrophes. Donc c'est pour ça que jouer la Cassandre, c'est toujours envisager l'avenir d'une façon négative, pessimiste. Des expressions mythologiques, il y en a plein d'autres dans ce Au bonheur des expressions françaises, signé Catherine Maury, illustré par Tiffaine Desmoulières, c'est chez Larousse. On se retrouve demain ? Avec grand plaisir. On va répondre à la question suivante. Que signifie être comme l'âne de Buridan? Faut que je révise. Toujours secret. On va essayer de la faire parler. Catherine, merci beaucoup. Merci. Grand oral, la suite. Louison.
Chaque chapitre du livre de Louison et le bébé, alors 3 points d'interrogation, qui est sorti chez Flammarion, on s'ouvre par une phrase ou par une interjection que vous avez entendue. Par exemple, c'est joyeux de faire un enfant? Non. Point d'interrogation. Bah non. Ça dépend comment. Voilà. Sur le principe de base, oui. Mais quand on passe des semaines et des mois dans des parcours médicaux compliqués, c'est moins joyeux. Quand on met des substances bizarroïdes dans son corps toute la journée, c'est moins joyeux, oui. Toujours dans les sujets, je ne sais pas là encore si c'est tabou, en tout cas sur lesquels on n'est pas forcément prévenu quand on commence le parcours, parce que c'est à ça que vous répondez aussi dans C'est joyeux de faire un enfant. Non, vous dites non, c'est éreintant. Et cette fatigue, c'est pas la moindre des choses que les gens ignorent. Et d'ailleurs, quand vous commencez à parler, vous vous rendez compte que le sujet est mystérieux pour plein de monde. La PMA, on ne sait pas, on sait vaguement que ça existe. Oui, et puis en plus, ça recouvre. Il y a quelques années, il y a maintenant plusieurs décennies, mais on parlait des bébés éprouvettes. Donc il y avait quelque chose qui était comme ça un peu, on avait l'impression qu'effectivement tout se passait dans un petit tube, que ça prenait quelques minutes, et puis qu'après, et c'est vrai que entre les inséminations intra-utérines, entre les FIV, entre les FIV, c'est fécondation in vitro, qui sont donc des... C'est ça le bébé éprouvette, c'est le moment où... Voilà, alors que l'insémination, c'est juste... faire en sorte que le rendez-vous se passe, mais la fécondation est pas du tout gérée à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Moi, j'avais à peu près compris quelles étaient les options qu'on avait, comment ça se faisait, mais parce que je suis une femme, voilà, de ma génération, et j'avais des copines qui avaient aussi pu passer par là, et je savais que il y avait des histoires de ponction, je savais qu'il y avait des histoires de... Vous aviez quand même 2-3 bases. Vaguement, mais quand vous avez commencé à en parler aux autres, eux ou elles, ils ne savaient pas. Le ton du livre, il est très enlevé, souvent vénère, mais aussi plein d'autodérision, très drôle. Et pour raconter, par exemple, à un moment donné que vous devenez superstitieuse. Ah oui, non, mais ça rend... tout processus comme ça qui tient sur un mystère, parce que la vie est un mystère, fait qu'effectivement, on finit par se dire... j'ai quand même dit une fois vraiment très, très sincèrement, on a eu le Uber du premier coup, c'est bon signe. Enfin, vous vous entendez prononcer cette phrase. Je sors de mon corps à ce moment-là, j'ai dit, t'es sûr de cette exigence-là? Et donc, mais en même temps, je compte, voilà. Et c'était pas la même salle la deuxième fois pour le deuxième transfert, c'est bon signe aussi. Enfin, on se raccroche aux toutes petites aspérités qu'on pense à peu près de cohérence et de logique, qui n'en sont évidemment pas, parce que sinon, c'est insupportable. On contrôle tellement rien c'est ça. Voilà. On contrôle tellement rien, on essaie de s'informer. Vous n'êtes pas seul à suivre un tel parcours. Il y a beaucoup d'autres femmes. Et à un moment, vous commencez à les fréquenter via des forums PMA sur Internet. Vous riez déjà. Mais c'est super louche, ce que vous dites. Je découvre, je vous cite, je découvre un monde super chelou. C'est effectivement un monde très chelou. Alors, j'ai pas échangé avec elle. Hein. J'ai juste, comme ça, je me suis mise derrière le rideau et j'ai regardé ce qui se passait. Parce que, en fait, il y a des périodes pendant la PMA où on attend. C'est-à-dire qu'on a le transfert d'embryon, ça prend quelques minutes, et puis on repart, et puis on vous dit, on verra dans 10 jours. 10 jours, c'est très long. Et donc, il y a un moment où même si on se l'a interdit au début en disant non, je vais pas regarder sur Internet, puis on se dit, je vais quand même regarder un petit peu sur Internet, parce que si ça se trouve, je sens un truc, mais en fait, je sais pas ce que je sens. Et là, on découvre que la question de savoir si Bribri va arriver est Bribri 1, Bribri 2, parce qu'ils ont des numéros, hein. C'est comme les papes. Hein. Donc Bribri qui s'écrit avec un Y, parce que c'est l'abréviation d'embryon. D'embryon, absolument. Et donc, il y a une personnalisation du bébé à venir. On dit pas bébé, on dit Bribri. On dit Bribri, on va chez le Gigi, non pas chez le gynéco, parce que et à l'inverse, c'est des femmes qui peuvent écrire effectivement hormones gonadotrophine du premier coup, sans problème. Sans faire de faute d'orthographe. Et par contre, elles écrivent Bribri. Donc c'est un monde extrêmement mystérieux. Et en même temps, c'est à observer. Parfois, en plus, les forums ont plusieurs années, parce que tout est encore disponible. Et donc, c'est vraiment des femmes dont on sent quand même la solitude dans le parcours, parce que ça reste, même en couple, même entouré, on est tout de même très seul face à ça. Et donc, elles ont besoin de parler avec d'autres femmes seules, ensemble, donc pour être effectivement moins seules. Mais on sent des femmes qui essayent de comprendre comment ça va marcher. Est-ce que ça va marcher? C'est très vertigineux. Solitude des femmes, solitude des hommes aussi, d'une certaine manière. À un moment, vous en parlez, vous dites, on pense rarement leur demander comment ça va, alors même effectivement, ils n'ont pas à subir tout l'envahissement physique, c'est pas eux qui se prennent les, je sais plus combien, 18 tubes de la prise de sang du début, sans parler évidemment de tout ce qui s'ensuit. Pour autant, pour ce qui est des espoirs, des déceptions, c'est pareil. Et puis, pour ce qui est de la passivité aussi, parce qu'ils sont, même, en plus, il y a la culpabilité. Finalement, il y a la culpabilité de ne pas avoir le corps qui est envahi de toutes parts, mais en plus de ça, il y a la même impuissance, la même passivité face au fait que on contrôle rien et qu'en plus de ça, les hommes voient leurs femmes souffrir, partir au bloc pour des anesthésies générales avec ce qu'on a comme risque.
Donc il y a quelque chose de très pénible. Et effectivement, même si c'est heureusement arrivé, le réflexe, c'est pas forcément de lui demander à lui comment ça va. Ça, c'est mon rôle en même temps. Autour de vous, il y a des amis qui vous annoncent qu'elles sont enceintes. Oui. Et là, non seulement vous éprouvez un petit pincement de jalousie, mais vous êtes aussi envahi par une angoisse beaucoup plus sombre. On va dire, mais c'est un peu ça m'arrivait jamais de jamais, quoi. Vous savez, c'est un peu les chaises musicales. C'est-à-dire qu'en fait, on a un moment, on se dit, est-ce que je vais être la dernière? En fait, il n'y aura plus de chaises à la fin. Enfin, c'est vraiment, comme évidemment, j'ai une imagination un peu visuelle, mais il y a des moments où je me disais, est-ce qu'en fait, il y a assez de chaises pour tout le monde dans cette histoire? Et est-ce que... alors Est-ce qu'à chaque fois qu'une copine tombe enceinte, elle me... Est-ce que c'est pas ma chaise avec laquelle elle est partie, quoi. Donc, alors que c'est bon, évidemment, hein, c'est des parcours qui rendent pas extrêmement logiques, extrêmement pragmatiques, mais et on reste des êtres humains, donc on a le droit d'avoir des sentiments moins nobles que d'habitude. Mais il y a parfois cette impression de est-ce que effectivement je vais me retrouver seule sans chaise à la fin, quoi. Ça a été à chaque annonce un petit moment de doute, un peu sombre. Je reviens au couple, les non-dits, la difficulté à parler, ils sont aussi dans le couple. Vous dites que vous avez passé l'année avec votre mari à vous dire « je t'aime » et que ces « je t'aime », alors qui étaient beaux, qui étaient soutenants, qui étaient... voilà, mais c'était un peu aussi une façon de ne pas se dire d'autres trucs et de ne pas rentrer dans les angoisses et dans les détails. Et de ne pas ouvrir trop de vannes parce que, voilà, on a déjà ouvert des vannes que des couples ouvrent jamais parce que bon, c'est comme ça. Et à la fois, moi, c'est ce que je dis, c'est que on était un jeune couple, on s'est rencontrés en octobre, on s'est mariés 6 mois après, donc on était tout frais, tout rose. Et l'avantage l'un des petits points positifs de la PMA, c'est que j'ai vu qu'on était très costaud en fait, et qu'on supportait des choses qui sont quand même vous avez dures pas à commencé supporter. par le plus facile de la vie de couple. Non, c'est sûr. Là, après, ça... Un an de parcours, c'est l'année 2024, et puis un beau jour, ce médecin qui termine une consultation en vous disant « bonne journée ». Et bonne journée. Alors c'était un appel téléphonique, pire que ça, qui venait de nous dire qu'on n'avait pas d'embryon, alors que je venais de me taper un mois de traitement, une anesthésie, machin. Et elle dit, en plus elle était désagréable au téléphone, et elle finit par, bonne journée. Donc et effectivement, là, il y a eu quelques secondes où je me suis dit, est-ce que tout ça est bien raisonnable? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire une petite pause? Parce qu'en fait, ces pauses, vous ne les avez pas faites, notamment dans des moments où il y a eu des transferts ratés, donc finalement des petits deuils à chaque fois. Absolument. Et vous ne les avez pas, au fond, vécus comme tels, et là vous vous dites au bout d'un an, stop. Disons que entre avancer tête baissée ou faire un deuil un peu douloureux, là aussi l'humain est un peu... On avance. On avance, on fonce la tête baissée. Et d'ailleurs, quand j'ai eu le coup de fil et qu'elle a dit il n'y a rien, donc on avait vraiment enchaîné, hein. Et en fait, j'ai vraiment vu, c'est écrit dans le livre, mais j'ai vu un double 0. Et je me suis dit, pourquoi j'ai comme un score de foot aussi, comme un match nul. Et en fait, je me suis dit, non, effectivement, c'est ces 2 petits embryons dont on a parlé tout l'été parce qu'ils attendaient au congélateur tranquillement et qu'on a personnifié et qu'on a donné des petits noms et que j'ai pas pris le temps de digérer le fait qu'on les connaîtrait pas. Enfin, donc, voilà. Et donc, à ce moment-là, effectivement, stop. Et un des mots du livre. Stop, des mots du livre. Il y a des interjections. Il y a évidemment et le bébé alors, il y a le bas cache ta joie. Le oh, moi aussi, le plus important c'est de se détendre. Il y en a plein. Des chapitres extrêmement brefs, très enlevés. Vous l'aurez compris, il y a aussi bien de la gravité que de l'autodérision. Et mine de rien, c'est pas un bouquin pratico-pratique, mais moi je pense que ça vaut la peine de le lire, quoi qu'il arrive, parce qu'on apprend quand même. C'est un bon guide de ce qui. C'est un petit guide quand même, malgré tout. Louison, vous restez avec nous? C'est sorti chez Flammarion, vous restez avec nous. Ces jours de cours particuliers, on va s'intéresser à un dispositif pédagogique autour des océans. C'est Marie-Olivier qui nous rejoint. Cours particulier, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec vous, Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Avec vous, on rencontre des grands pédagogues, de l'histoire ou des dispositifs pédagogiques singuliers. C'est le cas aujourd'hui autour de la sensibilisation à la protection des océans avec la Water Family et Swim for Change. On commence par la Water Family. Oui, la Water Family du flocon à la vague, c'est une association qui est née en 2009 et elle sensibilise, éduque et forme aux enjeux de l'eau, des océans et à l'écologie scientifique. Alors, c'est quoi l'écologie scientifique? L'écologie tout court. Tout simplement l'écologie tout court. Hein, c'est la science exactement qui étudie les interactions entre les êtres vivants et les êtres vivants et leur milieu. Depuis 15 ans, la Water Family, elle s'adresse aux enfants, aux jeunes et aux adultes à travers la France.
Aujourd'hui, évidemment, j'ai envie de vous parler de ce qui s'adresse aux enfants et aux jeunes, la plateforme pédagogique de Water Family, qui touche environ 40 000 enfants par an. Plateforme pédagogique qui permet aux enseignants, aux animateurs de télécharger plein de supports pédagogiques pour les enfants, c'est ça? Exactement. Depuis sa création, la Water Family est vraiment devenue experte dans la conception de programmes pédagogiques, d'éducation à l'écologie et à la protection de l'eau, avec un grand E. La conviction, c'est que les enfants sensibilisés peuvent changer aussi les habitudes des adultes. Un enfant sensibilisé jusqu'à 7 adultes informés, c'est ce qui est écrit sur leur site. Ah oui, c'est vrai, effectivement, ça fait des petits. Quel contenu développe-t-il? Alors sur leur plateforme, on trouve notamment le guide Water responsable pour les jeunes, avec des infographies, des données scientifiques, des témoignages de scientifiques, pour comprendre l'importance de la protection de l'eau et l'impact aussi de nos modes de vie sur la préservation de sa qualité. C'est un livret qui a été validé par l'Éducation nationale et aussi par les agences régionales de santé. C'est une association qui s'appuie aussi sur des athlètes connus, non? Oui. Par exemple, ils ont des ambassadeurs comme Benjamin Dutreux, qui était un skipper du dernier Vendée Globe. Sur leur site, il y en a vraiment pour tous les âges, pour toutes les approches. Il y a un grand jeu qui s'apparente à un jeu de loi, qui est le jeu du cycle de l'eau. Un jeu des 7 familles sur l'eau dans le corps pour les plus petits. Et puis, la Water Family fait aussi des excursions en pleine nature, donc en immersion, pour sensibiliser, pour comprendre les enjeux écologiques. Et puis, il y a un kit pédagogique qui se raccroche à une aventure maritime. Et ça, ça vous a beaucoup plu. C'est ça dont j'avais envie de vous parler. Et cette aventure maritime, cette fois, c'est pas le Vendée Globe. C'est un kit dont je vais vous parler, qui est né d'une collaboration entre la Water Family et Swim for Change, dont vous parliez au début. Cette association, c'est un projet complètement fou. C'est le projet de Chloé et Mathieu Witteveld, qui est un couple de nageurs qui va traverser l'Atlantique à la nage en novembre prochain. Toute l'Atlantique à la nage? Toute l'Atlantique, oui. Déjà de longueur, enfin bref. C'est pas leur première tentative en plus. C'est pas leur en tout cas, c'est pas leur première aventure à Swim for Change. Non, ils existent depuis 2020. Ils ont déjà fait pas mal d'actions de protection des océans, mais le projet 2025-2026, donc cette traversée de l'Atlantique, c'est leur grand projet, 3800 km, 3 mois de traversée, et ça commencera en septembre 2025, avec pour but, le but vraiment de cette aventure, c'est de sensibiliser 50 000 enfants et leurs enseignants. Concrètement, on va pouvoir suivre la traversée, c'est ça? Oui, alors la traversée l'aventure commence en septembre 2025. Le couple prend un bateau avec un autre couple en voilier depuis Marseille jusqu'au Cap-Vert. Et puis, en novembre, ils commencent à nager du Cap-Vert jusqu'en Martinique. Et les enfants commencent l'aventure en même temps. Donc, en septembre, les enfants de cycle 2 et 3, avec un départ quali en même temps et des kits pédagogiques qui vont être téléchargeables sur 12 semaines. Donc, concrètement, c'est ça. Je reçois, si je suis une classe partenaire ou une classe engagée, un contenu pédagogique, le kit, tout m'est envoyé, c'est ça? C'est ça, des kits avec des activités, des vidéos, des podcasts qui sensibilisent à l'océan, au changement climatique, qui aussi offrent des témoignages de scientifiques. Et puis, si vous êtes donc enseignant ou parents même, vous pouvez aller sur le site de Water Family ou de Swim for Change, vous inscrire avec votre adresse mail et vous commencerez donc à recevoir les contenus en septembre. Vous pouvez aussi participer ou partager la campagne de crowdfunding de financement participatif. Exactement. En bon anglais. Tout à fait. De ce projet, cette aventure pédagogique assez folle. Génial, oui, c'est complètement dingue quand même. Impressionné? Un peu. Surtout les 3800 km à la nage. Oui, c'est ça, moi. En quelques mois, à 2, c'est pas mal de longueur. C'est assez spectaculaire. Marie, merci beaucoup pour en savoir plus. On vous a donné les références du site internet de ces associations. Merci aussi à Louison de nous avoir accompagnés dans cette émission. Bravo pour ce bouquin et le bébé. Alors, c'est chez Flammarion, ça vient de sortir. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission. Avec en régie aujourd'hui au son Saïd Mamou et à la réalisation Alice Pitavi. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.